Elle pensait que son mari ne découvrirait jamais. Lui pensait qu'il ne pourrait jamais recommencer. Mais parfois, perdre tout est le seul moyen de tout retrouver. Un baiser volé dans un couloir de bureau, une décision prise en une seconde et toute une vie qui s'effondre. Mais attention, cette histoire ne finit pas comme vous le pensez. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Ici, nous explorons les vérités que personne n'ose dire à voix haute. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dans la rue. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment un homme a transformé sa plus grande trahison en son plus beau recommencement. Restez jusqu'à la fin, car la vraie leçon n'est pas celle que vous attendez. Patrice promena son regard sur son bureau, où chaque objet lui était douloureusement familier. Manuel technique, plan d'architecture, machine à café achetée de ses propres deniers, et tout ce bric-à-brac qui s'accumule inévitablement après des années passées au même endroit. Pour lui, ce n'était pas simplement un lieu de travail, mais une seconde maison où il avait investi 12 années de sa vie, de son sang et de sa sueur. Juste après ses études, il était arrivé ici tout jeune, plein de rêves idéalistes, mais déjà animé par une détermination farouche. Très rapidement, il s'était imposé comme un spécialiste fiable et indispensable qui menait toujours ses projets jusqu'au bout. C'est précisément ici, entre ces murs, qu'il avait rencontré sa future épouse, Camille, une femme brillante et ambitieuse. Elle travaillait désormais dans le département voisin, occupant le poste de responsable senior. Ils avaient un fils de 8 ans, prénommé Julien, un garçon lumineux et curieux, qui se préparait justement à entrer en classe de CE2, mais qui pour l'instant profitait d'un été insouciant chez sa grand-mère. Et voilà qu'aujourd'hui, Patrice se tenait au seuil de la décision la plus importante et la plus difficile de sa vie. Une décision de démission qui lui semblait marquer non seulement la fin de sa carrière, mais aussi l'effondrement d'une partie de son âme. Dans l'air flottait déjà le pressentiment de changements inévitables. Toute cette histoire qui l'avait conduit à franchir ce cap avait commencé relativement récemment, lorsqu'un nouveau directeur était arrivé dans le service de sa femme Camille. Dès leur première rencontre, Patrice avait ressenti un frisson désagréable quand Thierry, avec un sourire charmeur et un regard trop insistant, avait tendu la main à Camille. Une remarque lancée négligemment par Thierry sur leurs années d'études, quand lui et Camille s'étaient soi-disant croisés, avait éveillé chez Patrice un trouble confus. Il avait décidé, par précaution, de parler à Élise, leur ancienne camarade de promotion, qui se distinguait par sa franchise et détestait les intrigues. Celle-ci avait confirmé ses pires craintes, racontant sans détour Camille et Thierry avaient formé un couple pendant leurs études, et leur relation avait duré assez longtemps. Tout le monde pensait qu'ils allaient se marier. Mais ensuite, il avait trouvé une meilleure option, plus fortunée, et avait simplement disparu sans cérémonie de sa vie, laissant Camille le cœur brisé. Cette meilleure option s'était révélée être son épouse actuelle, la fille d'un homme très influent. Ils avaient maintenant 2 enfants. Et comment s'est-il retrouvé dans notre ville? Il vient du chef-lieu de région, si je me souviens bien. C'était Anki Patrice, tentant de comprendre quel écheveau complexe se démêlait devant lui. Tu sais qui est son beau-père? C'est un personnage très important, avait poursuivi Élise d'une voix sceptique. Aucune idée. Eh bien, Thierry, avec son aide, visait l'administration régionale et avait presque réussi à s'y infiltrer. Il était déjà aux portes d'un poste important, mais il a barré la route à la mauvaise personne. Il pensait s'en tirer, que ses relations le sauveraient, mais celui qui l'avait gêné s'est révélé être un véritable rouleau compresseur, capable d'écraser n'importe qui. La question a été réglée radicalement. On l'a écarté de l'administration, et très vite. Donc ici, loin du chez-lieu, il est dans une sorte d'exil honorable. Je pense que dans 2 ans environ, quand tout se sera calmé, son beau-père le fera revenir, plus près du grand jeu. Patrice écoutait, et dans sa tête se dessinait lentement un tableau inquiétant. Thierry n'était pas simplement un supérieur, mais un homme avec un passé, capable de monter des intrigues avec maestria et d'utiliser les gens. Le jour même, Patrice avait tenté de parler à sa femme chez eux. Mais cette conversation ne lui avait absolument pas plu. La soirée avait été tissée de phrases évasives et de réponses vagues, laissant derrière elle un goût amer et un malaise pesant. Camille semblait trop calme, presque distante. Patrice voyait qu'elle tentait de le convaincre qu'elle n'avait rien à cacher, mais elle dissimulait tout de même quelque chose d'important et d'inquiétant. Finalement, après de longues instances, Camille avait avoué. « Oui, nous avons étudié ensemble avec Thierry,
et nous sommes sortis ensemble pendant un moment. Nous nous fréquentions simplement. Il n'y avait rien de sérieux entre nous. Crois-moi, Patrice, c'était il y a très longtemps, et je ne me souviens plus de beaucoup de détails. Ensuite, il a rencontré Alicia, qu'il a épousée. Il a maintenant sa propre famille, comme moi, des enfants. Je t'aime. Quant à la façon dont il est arrivé dans notre entreprise et comment il a réagi en me retrouvant, je ne sais pas qui l'a recommandé ni nommé. Tu ferais mieux de te renseigner auprès des ressources humaines. Je ne suis pas au courant. Et il a réagi à nos retrouvailles avec beaucoup de calme. Nous sommes simplement de vieux amis, et au travail, des collègues. Si tu n'as pas oublié, je travaille dans le département sous sa direction, et nous avons beaucoup de dossiers communs. Donc ta jalousie est totalement superflue et sans fondement. Les mots de Camille avaient résonné comme un mur glacé d'aliénation, et Patrice avait senti qu'il la perdait. Avec le temps, les soupçons de Patrice ne faisaient que se renforcer, se transformant en un sentiment lourd et oppressant. Chaque retard de Camille à la maison, chacun de ses appels téléphoniques provoquait chez Patrice une tension nerveuse. Camille était restée tard 2 fois après le travail, expliquant cela par des affaires urgentes qui, selon elle, nécessitaient sa présence personnelle. La première fois, Patrice ne lui avait pas permis de rester seul, proposant son aide, et s'était attardé lui aussi, l'observant, tentant de déceler le moindre indice de mensonge. La deuxième fois, quand Camille avait annoncé un nouveau retard, Patrice n'avait pas tenu. Un sentiment de désespoir et de colère grandissant l'avait submergé. Les dents serrées, il était entré directement dans le bureau de Thierry. Ses yeux brûlaient d'une rage contenue. Sans détour, d'une voix ferme, il avait déclaré « Thierry, si tu ne cesses pas ton petit jeu avec ma femme, avant que je ne démissionne et divorce, je vais te refaire le portrait de telle manière que ta propre mère ne te reconnaîtra plus. » Thierry, visiblement surpris par une telle franchise et l'apparition inattendue de Patrice, avait tenté de protester. Sa voix était pleine d'étonnement fin. « Patrice, mais qu'est-ce que vous racontez ? Je n'ai jamais eu de telle pensée. Vous avez tout mal compris. C'est un avertissement pour que l'idée ne t'effleure même pas, c'est clair ?» Patrice avait tranché, ne lui laissant pas poursuivre ce jeu hypocrite, et était sorti du bureau empli de mépris. Il y a 1 semaine, Patrice avait été le témoin involontaire d'une scène où Thierry, en passant près de Camille dans le couloir, l'avait embrassé furtivement sur la joue. Ce geste, en apparence insignifiant, avait été pour Patrice comme un seau d'eau glacée. En le remarquant, ils avaient aussitôt transformé tout cela en plaisanterie. Leur rire avait résonné de façon fausse et assourdissante, mais pour Patrice, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, détruisant les derniers vestiges de sa confiance. Le jour même, le cœur engourdi, il s'était rendu chez un avocat. Tout s'était déroulé comme dans un brouillard. Patrice avait répondu aux questions sans émotion, prenant ses décisions en suivant une voix intérieure qui lui disait que c'était la seule issue possible. Le lendemain, la requête en divorce était prête, et le soir même, déposée au tribunal. Patrice avait refusé de parler à sa femme, sachant que ses mots seraient inutiles et vains. Sur les conseils de son juriste, qui lui avait expliqué que dans un élan émotionnel, une femme pouvait se montrer provocante et qu'il valait mieux garder ses distances, surtout compte tenu des relations de Thierry, Patrice avait loué une chambre en ville. Le deuxième conseil de l'avocat concernait un changement immédiat d'emploi afin d'éviter tout contact ultérieur et de se protéger d'éventuels désagréments. L'instinct de survie avait soufflé à Patrice qu'il devait rompre complètement tous les liens. Et voilà que ce jour était arrivé. Patrice savait que ce soir, Camille devait recevoir la convocation au tribunal, la première étape officielle vers la fin de leur mariage. Ses affaires avaient déjà été transportées dans l'appartement qu'il loue. D'ailleurs, Camille, absorbée par son aventure et ayant manifestement perdu toute vigilance, ne s'en était même pas aperçue. Respirant profondément, Patrice s'était levé, avait pris les demandes préparées à l'avance, une liasse de feuilles blanches symbolisant sa nouvelle vie immaculée, et s'était dirigé vers le bureau du directeur. Celui-ci l'avait reçu sans formalités excessives, pressentant peut-être déjà quelque chose d'anormal. Patrice était entré dans le bureau, avait attendu que le directeur termine sa conversation téléphonique, puis avait posé sur la table la première demande pour des jours de récupération. Monsieur Rémy, en regardant le document, avait légèrement froncé les sourcils, mais avait dit d'un ton habituel « Patrice, tu aurais pu laisser cela à la réception. Tu sais bien que je t'accorde les jours de récupération sans problème. Nous t'avons toujours facilité les choses. » « J'ai une autre demande, » avait répondu Patrice d'une voix calme et ferme.
pour un congé suivi d'une démission. Le visage de Rémi s'était allongé de surprise. Quelle démission? Patrice, tu es dans ton bon sens? J'avais justement l'intention de te proposer le poste de directeur adjoint. Nous comptions sur toi. Patrice avait ressenti une légère amertume, mais l'avait rapidement réprimée. Monsieur Rémi, mon épouse a une liaison avec le chef de service Thierry. Je ne veux pas les déranger. Ou bien vous n'étiez pas au courant. Le directeur, qui était parfaitement informé de ce qui se passait dans le département commercial et même de certaines rumeurs, avait fait semblant d'entendre cela pour la première fois, tentant de sauver la face. Je l'ignore, Patrice. Ce sont des ragots. Mais on ne peut pas tout abandonner aussi brutalement. Tu as travaillé chez nous combien de temps? 12 ans. Tu as construit ta carrière ici et tu décides de tout laisser tomber comme ça. Qu'auriez-vous fait à ma place? Vous auriez sans doute cassé la figure à Thierry, mais cela ne changerait rien. Ma femme a préféré un autre homme, et pour moi, c'est inacceptable. Il n'y a qu'une solution, partir pour ne plus la voir, et divorcer bien sûr. Et elle? Qu'adviendra-t-il d'elle? Avait demandé le directeur, tentant de comprendre ses motivations. Croyez-moi, elle va le payer cher. Lui aussi d'ailleurs. Le directeur, voyant la détermination inébranlable de Patrice, n'avait fait que soupirer. Très bien, je vais signer toutes tes demandes. Rappelle-toi simplement que dans ce cas, la démission prend effet le dernier jour du congé. Je sais, j'ai tout calculé. Au revoir. Tu pars déjà? Avait dit Rémi abasourdi. Oui, je dois récupérer quelques affaires qui restent, puis je quitterai ce bâtiment pour toujours. Patrice avait quitté le bureau du directeur avec un sentiment à la fois de vide et d'étrange liberté. Le directeur, après être resté quelques instants plongé dans ses réflexions, comme s'il prenait une décision importante, s'était levé et s'était dirigé vers le département commercial. Comme il s'y attendait, Camille et Thierry étaient assis ensemble, confortablement installés autour d'une table en train de boire du thé. La vue de cette prise de thé commune, presque intime, avait provoqué chez Rémi de la colère et du dégoût, car il comprenait toute la situation. À son arrivée, Camille s'était levée d'un bond, s'apprêtant à partir, mais il l'avait arrêtée. Sa voix était glaciale. « Madame Camille, où vous précipitez-vous? J'ai une question à vous poser à tous les deux, et je veux que vous répondiez honnêtement. » « Nous vous écoutons, monsieur Rémi. » Thierry avait tenté de donner à sa voix un air innocent, mais ses yeux fuyaient. « Que faites-vous ici? N'avez-vous vraiment rien de mieux à faire? » « Nous travaillons, » avait prononcé Camille sans assurance, ses joues s'empourprant. « Arrêtez !» Le directeur avait frappé violemment la table de sa paume. « Tout le personnel jase et se moque de votre liaison. On ne parle que de vous deux. Cela affecte la discipline et l'atmosphère. Dites-moi, madame Camille, comment se fait-il que vous, ayant votre mari dans le bureau d'à côté, partiez déjeuner au café avec Thierry? Pourquoi buvez-vous du thé avec lui alors que votre mari vous a acheté une excellente cafetière pour que vous n'ayez pas à courir dans les cafés? C'est aussi du travail, ça. » Camille avait tenté de se justifier, sa voix tremblait. « Mon mari est jaloux de Thierry sans aucune raison. Il ne s'est rien passé entre nous. » « C'est-à-dire que vous n'en êtes pas encore venu au lit? Ou avez-vous déjà franchi cette limite ?» Rémi avait intentionnellement insisté sur ces mots, regardant Camille droit dans les yeux. « De quoi parlez-vous? Nous sommes simplement de vieilles connaissances. Nous avons étudié ensemble, » s'était exclamé Camille, tentant de faire passer un mensonge éhonté pour la vérité. « Je sais. Thierry, et toi, qu'est-ce que tu vas expliquer à ta femme quand toutes ces rumeurs lui parviendront? Tu crois qu'elle ne saura rien? » « Il n'y a rien entre Camille et moi, monsieur Rémi. C'est simplement de l'amitié, » avait répondu Thierry, mais son regard était empli d'inquiétude. « Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais tout le bureau a déjà tiré ses conclusions. Si on t'a déjà pris une fois en flagrant délit d'aventure au niveau régional, ici aussi, tout le monde comprendra vite. D'autant plus qu'après le divorce de Camille avec Patrice, les rumeurs vont circuler dans les bureaux et dans toute la ville. Et elles arriveront aux oreilles de ta femme Alicia, sois-en certain. » Camille, comme se réveillant soudain, avait prononcé d'une voix perçante. « Mais tout cela est sans fondement. Je vais aller voir mon mari maintenant et tout lui expliquer. Il doit m'écouter. » « Je ne pense pas que vous y parviendrez, madame Camille. » Le directeur avait secoué la tête. « Il a pris des jours de récupération pour aujourd'hui. Puis il part en congé suivi d'une démission. D'après ce que je comprends, il a déjà quitté le bâtiment et vous ne le reverrez plus ici. » Camille avait pâli. Ses yeux s'étaient écarquillés sous le choc. « Mais ce n'est pas correct.
Il ne pouvait pas agir ainsi. Et ce que vous avez fait, vous, c'était correct? La voix glaciale de Rémi avait résonné comme une douche froide. Camille restait silencieuse, sentant une vague de culpabilité et de prise de conscience la submerger. À cet instant, la porte du bureau s'était ouverte et sur le seuil était apparue une femme élégamment vêtue, séduisante, mais au visage déterminé. C'était Alicia, l'épouse de Thierry. La tension dans la pièce avait grimpé d'un cran. Thierry avait tressailli. Son visage était devenu gris. « Alicia, chérie, que fais-tu ici? Nous avons une petite réunion, tu vois bien. » « Je les connais, tes petites réunions. » La voix d'Alicia avait résonné durement, sans la moindre trace de chaleur. « C'est donc cet écervelé que tu as laissé tomber à l'université? Je sais tout sur toi, Alicia. Voici Madame Camille, spécialiste principale de mon département. Et voici le directeur, Monsieur Rémi. Tu le connais? » Thierry avait tenté de changer de sujet, mais Alicia l'avait interrompu. « Je connais Monsieur Rémi, et je suis au courant de ces petits jeux que vous menez ici avec ta chère Camille. Ne crois pas que je sois aveugle ou sourde. J'ai même lu vos échanges de messages, ceux que tu as supprimés, mais que j'ai eu le temps de copier. Tu veux que je te les cite? Ou tu te souviens de ce que tu lui écrivais? Non, ce n'est pas la peine de citer quoi que ce soit. Alicia, s'il te plaît. » Thierry était pris de panique. « Madame Camille, retournez dans votre service, travaillez. » Thierry avait tenté d'intervenir, espérant que Camille disparaîtrait. « Je ne t'ai pas encore donné la permission de partir. » Alicia s'était tournée vers elle. Ses yeux lançaient des éclairs. « Tu veux que je te raconte ce que j'ai fait à cette traînée qu'il avait ramassée quand il travaillait à l'administration régionale? Celle à cause de laquelle il a dû quitter son poste confortable où il était presque installé. C'est moi qui l'ai placé ici grâce à des relations. J'ai supplié mon père, et le voilà qui recommence. Tu crois quoi? Que s'il m'a trompé, il ne te trompera pas? Tu es comme toutes les autres. Dis-moi, ma belle, tu comptes nourrir mes enfants si je le mets dehors? » Camille, abasourdie par un tel assaut et une telle agressivité ouverte, avait balbutié. « Excusez-moi, je ne sais pas comment vous appeler. Je suis Alicia, et tu ferais bien de t'en souvenir, parce que tu vas encore entendre parler de moi. » La voix d'Alicia ne présageait rien de bon. « Madame Alicia, nous avons simplement étudié ensemble avec Thierry, c'est tout. Il ne s'est rien passé de plus entre nous. C'est une erreur. » Camille insistait, tentant de parer le coup. « Tu es au courant de ce que tes collègues racontent sur vous deux? Tout le bureau est déjà informé de votre amitié, qu'ils appellent une liaison. Je ne m'intéresse pas aux ragots dans l'équipe. C'est sûrement mon mari qui répand ces rumeurs par jalousie, pour se venger de moi. » Camille avait tenté de rejeter la faute sur Patrice. « Je ne sais pas qui répand quoi, mais je viens de passer dans son bureau, et il y a déjà un autre homme assis là-bas qui classe des papiers. Il m'a dit qu'il était maintenant directeur adjoint, et il m'a informé que ton mari avait démissionné, et qu'il n'était plus dans les bureaux. Il t'a quitté. » Camille s'était levée brusquement. Ses mains tremblaient. Son visage était livide de choc et de sentiments de trahison. Il ne pouvait pas partir comme ça. C'est un mensonge. Et pourquoi pas? Tu pensais qu'il allait supporter vos petits jeux et assister à votre liaison? Il n'est pas aussi stupide que tu semblais le croire. Thierry avait nerveusement passé sa main sur son visage, tentant de calmer la situation, mais ses mots sonnaient pathétiquement. Alicia, ne faisons pas de scène au travail. Ce n'est vraiment pas l'endroit pour des règlements de compte personnels. Ah, ça te gêne? Alicia avait éclaté d'un rire amer et glacial. Tu aurais peut-être dû y penser plus tôt, quand tu as encore couru après un autre jupon. Le directeur, qui jusque-là avait observé cette scène violente en silence, était finalement intervenu, comprenant que la situation lui échappait complètement. Madame Alicia, je comprends vos sentiments. Mais ne réglons pas nos comptes dans mon bureau. C'est tout de même un lieu de travail, pas un ring. Très bien, comme vous voudrez, monsieur Rémi. Mais je veux que vous sachiez que si mon mari reste travailler ici, et surtout si cette personne reste avec lui dans le même service, je ferai appel à papa. Et l'existence de votre entreprise sera alors fortement remise en question. Voire, elle cessera purement et simplement ses activités. Ces mots n'avaient pas résonné comme une menace, mais comme la constatation d'un fait dont personne ne doutait. Thierry comprenait parfaitement ce que signifiait faire appel à papa. Son beau-père possédait d'immenses relations, et pour sa fille chérie, qu'il considérait comme une victime, il pourrait fermer cette entreprise en une semaine sans sourciller. Il s'était immiscé dans la conversation. Sa voix était désespérée. « Alicia, discutons-en calmement à la maison, sans témoins inutiles.
Non, Thierry, nous en discuterons maintenant, avait-elle tranché. Son ton était impitoyablement ferme, et elle s'était tournée vers Camille. Et toi, ma belle, tu veux mon mari, c'est ça? Prends-le, tu n'en as pas besoin. Moi, je n'en ai plus besoin. Mais sache qu'il te laissera tomber exactement comme il l'a fait à l'université. C'est sa nature, et mes enfants, je ne les lui laisserai jamais. Camille, abasourdie et complètement écrasée, avait murmuré, à peine audiblement. Je ne veux pas détruire votre famille. Retiens bien ceci. Même si ma famille ne se brise pas, Thierry sera tenu en laisse très serré, crois-moi. Jusqu'à présent, il était en liberté surveillée, mais maintenant, je vais le tenir à la corde courte. Dans le couloir, des pas se firent entendre, et dans l'embrasure de la porte apparut la secrétaire. « Monsieur Rémy, vous avez un appel urgent, très important. » Le directeur avait hoché la tête et était sorti, laissant les trois protagonistes seuls. Dans le bureau s'était installé un silence lourd, chargé de reproches inexprimés et de vérités amères. Alicia, regardant Thierry, avait murmuré d'une voix emplie de rage glaciale. « Alors, tu es content? Tu as obtenu ce que tu voulais ?» 1 heure plus tard, pendant la pause déjeuner, Camille était sortie du bâtiment de l'entreprise, ne remarquant personne autour d'elle, comme si elle marchait dans un rêve. Dans sa tête tournait une seule pensée, brûlante et insupportable. Patrice était parti. Vraiment parti, la laissant seule au milieu des décombres de leur vie. Elle avait sorti son téléphone, composé son numéro de doigts tremblants. L'abonné n'est pas joignable. Son cœur s'était serré. Elle avait tenté d'écrire un message, espérant au moins une réaction. « Patrice, nous devons parler. Tout cela est faux. Tu n'as pas compris. » Aucune réponse ne vint. Elle s'était assise dans sa voiture, ressentant un vide intérieur, et avait soudain réalisé qu'elle ne savait même pas où le chercher désormais. Tout son univers s'était effondré en un instant. Le soir, en rentrant chez elle, Camille avait immédiatement compris ce qui s'était passé. Chaque détail criait son départ. Dans l'armoire manquaient ses vêtements. De l'étagère avaient disparu ses documents. Même sa tasse préférée ornée de poissons qu'elle lui avait offerte des années auparavant avait disparu. Sur la table du salon, comme un verdict, reposait une enveloppe et une alliance, brillante mais désormais dénuée de sens. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une copie de la requête en divorce. Ses pires craintes se confirmaient. À côté, une courte note écrite de son écriture ferme et reconnaissable. « Camille, je ne veux plus de mensonges. Tu as fait ton choix. Je te souhaite le bonheur. » À la fin figurait une signature claire et sans émotion. « Patrice. » C'était l'effondrement total. Pendant ce temps, Patrice, après avoir quitté l'entreprise, était passé chez lui pour récupérer les affaires restantes qui n'avaient pas tenu lors du premier voyage et les avait transportées dans l'appartement qu'il louait. Après avoir déchargé la voiture, il était entré dans la cuisine, éprouvant un sentiment étrange et inhabituel de liberté totale, et s'était dit « Aujourd'hui est un grand jour. Cet événement mérite d'être célébré, aussi amer soit-il. » Il s'était rendu à l'épicerie la plus proche, avait acheté de la vodka et de quoi grignoter, pour ne pas perdre de temps à cuisiner, car il se sentait vidé. De retour, il avait dressé la table, tentant de créer une semblance de fête. À ce moment-là, le téléphone avait sonné. L'écran affichait un numéro inconnu. Patrice avait décidé de ne pas répondre pour ne pas être dérangé. Il ne voulait ni appel ni explication. Il avait éteint l'appareil, s'était servi de la vodka et avait bu, sentant le liquide brûlant se répandre dans ses veines, anesthésiant la douleur. Il était resté à table jusqu'au soir. Sa célébration solitaire n'était assombrie que par la conscience que tout ce qui avait été appartenait au passé. Sérieusement éméché, il avait décidé qu'il rangerait ses affaires le lendemain, puis s'était traîné dans la chambre et s'était couché, sombrant dans un sommeil lourd et sans rêve. Le lendemain, Rémy, se souvenant de la menace d'Alicia de détruire l'entreprise, avait convoqué Thierry dans son bureau. Lui proposant de s'asseoir, le directeur avait dit d'un ton froid et professionnel : « Que faisons-nous, Thierry ? Si je laisse les choses en l'état, demain, il ne restera rien de notre entreprise, et je ne peux pas le permettre. Tu connais ta femme, son père ne plaisante pas. » Thierry, abattu et désorienté, avait répondu : « Je pensais la connaître, monsieur Rémy, mais je me trompais. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle puisse savoir quoi que ce soit sur l'entreprise et sur ce qui s'y passe.
Il semblerait que quelqu'un m'observe attentivement, et ce n'est pas Patrice. Le directeur, le regardant impitoyablement, avait demandé « Pourquoi as-tu entamé une liaison avec Camille? Tu as complètement perdu la tête ?» On peut difficilement appeler ça une liaison, monsieur Rémy. Thierry avait tenté de se justifier. Nous communiquions uniquement au travail. Son mari l'amenait et la raccompagnait. Nous ne sommes jamais sortis ensemble. Tu ne réalisais pas qu'il pouvait tout comprendre, qu'un tel comportement se voit à l'œil nu? La voix du directeur sonnait avec un dégoût mal dissimulé. « Monsieur Rémy, je le jure, nous n'avons pas franchi la ligne. Il n'y a pas eu d'infidélité physique. Maintenant, prouve-le à ta femme. Voici ce que je te propose, Thierry. Un transfert de notre filiale de la ville voisine. Officiellement, c'est une promotion pour toi, un poste plus élevé, mais en réalité, c'est un long exil loin de tous les problèmes. » Thierry, prenant conscience de toute la futilité de sa position, avait lâché. Et où vais-je vivre là-bas? Comment vais-je expliquer ça à Alicia? Tu loueras un appartement? Je ne pense pas que cela t'aidera beaucoup, Thierry. Alicia a pris les enfants et est partie aujourd'hui chez ses parents. J'ai parlé de ce sujet avec son père. Il a donné son accord pour ton transfert, même s'il n'est pas exclu qu'il te chasse bientôt de sa famille comme une brebis galeuse. Tu l'as trop déçu. Camille était arrivée dans son service et s'était plongée dans le travail accumulé, tentant de se distraire. Elle entendait ses collègues chuchoter dans son dos, sentait sur elle des regards froids et comprenait que tout le monde était déjà au courant de la démission de Patrice et du divorce imminent. L'atmosphère dans le service était lourde, chargée de réprobation. Thierry ne la convoquait pas et ne l'appelait pas. On ne savait même pas où il se trouvait. Il semblait être venu travailler le matin, mais n'était pas entré dans le service, comme s'il s'était évaporé. Une factrice était venue et avait remis à Camille, avec sa politesse habituelle, une convocation au tribunal. L'étape suivante et inévitable de sa nouvelle vie vide. Avant le déjeuner, les collègues s'étaient installés pour prendre le thé et avaient invité Camille. L'une des employées, une femme âgée et sage, avait demandé en la regardant avec compassion « Camille, vraiment, on ne peut rien faire. C'était un si bon mariage. » « Que veux-tu dire ?» Camille s'efforçait de ne pas trahir son désespoir. Arrêter le divorce et faire revenir Patrice au travail. « Tu as commis une erreur stupide. Ça arrive à tout le monde. » Il n'y a eu aucune erreur. Camille avait brusquement relevé la tête. Sa voix tremblait de rancœur. Il ne s'est rien passé entre Thierry et moi. Tout cela, ce sont la jalousie et les fantasmes de Patrice. Oui, j'ai étudié avec lui, mais c'était quand? Elle tentait de convaincre tout le monde, et elle-même en premier lieu, de sa vérité, mais sentait qu'on ne la croyait pas. Les jours passaient, mais la situation ne s'améliorait pas. Au contraire, elle ne faisait qu'empirer, plongeant Camille dans un gouffre de désespoir. Camille ne pouvait toujours pas croire que Patrice était vraiment parti pour toujours. Elle l'appelait encore et encore, mais le téléphone restait éteint. Il semblait avoir coupé tous les ponts pour disparaître de sa vie. Camille tentait de savoir auprès de ses collègues si quelqu'un savait où il se trouvait maintenant, mais tous se contentaient de hausser les épaules. Leur visage était impénétrable, exprimant une indifférence glaciale. Même ses amis du travail, avec qui il avait échangé pendant des années, faisaient semblant de ne rien savoir, évitant ses questions. Et Thierry avait vraiment disparu. Dans le service circulaient des rumeurs selon lesquelles il avait été muté dans une filiale, mais aucun ordre officiel n'avait été publié, et son absence était ressentie comme un vide sans trace. Camille avait tenté de l'appeler, mais personne ne décrochait, comme si son numéro avait lui aussi cessé d'exister. Elle était seule. Un jour, alors que Camille sortait du travail, Alicia l'avait arrêtée, apparaissant comme surgie de nulle part. Son visage était pâle, ses yeux rouges, et autour d'elle flottait une lourde aura de désenchantement et de fatigue. « Camille, bonjour », avait prononcé Alicia d'une voix étonnamment posée. « Bonjour ? Il s'est passé quelque chose ?» avait demandé Camille avec méfiance, sentant que quelque chose n'allait pas. « Nous devons parler, et très sérieusement », avait répondu Alicia, et dans sa voix perçait un sentiment de mépris. « De quoi ? Je n'ai rien à vous dire. De ce que vous avez détruit, de ce qui s'est passé par votre faute. » Elles étaient entrées dans le café le plus proche, s'étaient installées à une table dans un coin où personne ne pouvait les déranger. Alicia avait retiré ses lunettes, et Camille avait vu ses yeux rouges, comme remplis de larmes, pleins d'une douleur inexprimée. « Vous pensiez quoi? Que vous aviez un grand amour avec Thierry ?» Alicia avait ri amèrement.
C'est une illusion, Camille. Il fait toujours ça. Il trouve une femme, joue avec elle, lui donne de l'espoir, puis la laisse tomber. Dès que ça devient trop compliqué, dès qu'apparaissent des problèmes, tu n'es qu'une passade de plus pour lui. Je ne pensais rien, avait tenté de protester Camille. Et il ne s'est rien passé entre nous, je vous le jure. Il ne s'est rien passé parce que je suis intervenu, alors ne mentez pas. La liaison émotionnelle est évidente. Tout est clair pour moi. Et je vous plains, parce que maintenant il va essayer de revenir vers moi. Il va ramper à mes pieds, mais je n'en veux pas. Je ne voulais pas détruire votre famille, avait murmuré Camille, sentant la prise de conscience s'abattre sur elle. Mais vous l'avez fait en partie, et vous en portez la responsabilité. Moi, après avoir réfléchi à la situation, j'ai décidé. Je n'ai pas besoin de lui. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui agite ainsi. Et savez-vous ce qui va arriver à Thierry maintenant ? Mon père a décidé qu'il ne méritait pas d'être protégé, qu'il devait répondre lui-même de ses actes. Thierry va partir pour longtemps. Vous pouvez le contacter. Il va séjourner au centre de détention provisoire régional pour des crimes commis qui s'accumulaient depuis longtemps. Et le procès aura lieu bientôt. Vous pouvez lui apporter des colis. Moi, certainement pas. Les mots d'Alicia avaient résonné comme un verdict impitoyable, et Camille avait ressenti le désespoir et l'impuissance. Le petit Julien séjournait toujours chez les parents de Camille. Elle ne savait même pas quoi lui dire quand il reviendrait. Comment lui expliquer que papa ne vivait plus avec eux, que leur famille était détruite. Camille ne se doutait pas que son fils avait déjà tout compris, ayant surpris la conversation téléphonique de sa grand-mère. Dans son petit cœur mûrissait une décision consciente. Patrice ne s'était pas rendu à l'audience du tribunal. Son avocat y était présent à sa place et l'avait informé plus tard que l'affaire avait été reportée de 3 mois, ce qui était une pratique courante. Patrice, après avoir noyé sa douleur et son vide dans l'alcool pendant 3 jours, avait décidé de retourner dans son village natal, où il possédait encore une maison héritée de son arrière-grand-mère. Il avait emprunté un fourgon à un ami, dans lequel il avait réussi à charger toutes ses affaires, principalement des vêtements et quelques cartons de livres. Seul le siège à côté du conducteur était resté libre. À la station-service où Patrice s'était arrêté pour faire le plein, une jeune femme s'était approchée de lui. Elle avait l'air fatiguée, mais déterminée. « Excusez-moi, où allez-vous » avait-elle demandé. « Dans la région voisine » avait répondu Patrice, ne s'attendant pas à une suite. « Formidable, moi aussi je dois y aller. C'est exactement ma direction. Vous ne prendriez pas une passagère. Je paierai ce que vous demanderez. Et le train ? Pourquoi ne pas y aller en train ? C'est plus rapide et confortable. » Non, le train est exclu. J'ai fui mon fiancé pratiquement au pied de l'hôtel, si on peut dire. Que s'est-il passé ? Vous avez trompé et vous vous êtes fait prendre ? Patrice avait pu retenir une certaine note de sarcasme. Sa propre douleur était encore trop fraîche. Non, je n'ai pas trompé. C'est lui qui trompait. Et en plus, il a attrapé une maladie sexuellement transmissible. Il voulait se soigner en secret pour que je ne découvre rien, mais j'ai découvert. Alors j'ai fui sans me retourner. Je suis sorti acheter du pain, et en fait, je suis venu à la station-service. Et je ne serais pas parti seul. Des types ont accepté de me conduire, mais pour le trajet, ils exigeaient un paiement en nature. J'ai refusé, évidemment. Patrice l'avait regardé attentivement. Quelque chose dans ses mots l'avait touché. Montez. Mais je n'ai qu'une place à côté du conducteur. Le reste est rempli d'affaires, donc on ne pourra pas trop bouger. Ça ne me fait pas peur. Je supporterai n'importe quel inconfort. L'essentiel, c'est de partir. Alors faisons connaissance puisqu'on fait route ensemble. Je m'appelle Patrice, et toi ? Sophie. Sophie, avait répondu la jeune femme d'une voix légèrement tremblante. Très bien. Ça te dérange si je te tutoie ? Je pense que c'est normal. Nous avons à peu près le même âge. Sophie avait hoché la tête, et sur son visage était apparu un sourire à peine perceptible. Sophie s'était installée sur le siège passager avant, avait parcouru du regard l'habitacle modeste du fourgon. Pas mal comme véhicule, cher probablement. Je ne sais pas, je ne m'ai pas acheté. Un ami me l'a prêté. Il voyage souvent pour le travail. Je lui ai laissé ma voiture parce que j'avais besoin de transporter mes affaires. Dans la mienne, tout ne rentrerait pas. Et comme tu vois, il y avait même de la place pour toi. Le destin. Pourquoi transporter tes affaires ? Tu déménages ? Patrice, éprouvant une étrange confiance envers cet inconnu, lui avait raconté tout ce qui lui était arrivé. Il avait parlé de la trahison de Camille, de Thierry,
du divorce, de la façon dont son monde s'était effondré. Il avait partagé avec Sophie ses malheurs, et cela avait en quelque sorte soulagé son âme, comme si une partie du lourd fardeau était tombée de ses épaules. Quand il avait terminé son récit, elle avait demandé « Et tu ne lui pardonneras pas ?»« Absolument pas. Ce genre de choses, je n'ai pas l'intention de le pardonner. Elle m'a essentiellement trompé. Elle a piétiné tout ce qu'il y avait entre nous. Mais d'après ce que je comprends, il n'y a pas eu de trahison physique, non? Ou tu n'es pas sûr ?» Sophie avait précisé, tentant de comprendre la matière complexe de sa douleur. « Pour ce qui est de la trahison physique, je ne sais pas, et je ne veux plus savoir. Mais il y a eu une trahison émotionnelle, et c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner non plus. Elle était la personne la plus proche pour moi, mon soutien, et elle s'est révélée être une étrangère. Sa voix était emplie d'une vérité amère. Vers le soir, ils avaient traversé presque toute la région. Le trajet était long et épuisant. À une nouvelle station-service, Patrice avait sorti de l'argent de derrière le pare-soleil où il gardait ses liquidités, avait compté la somme nécessaire, avait remis le reste négligemment, sans se cacher. Sophie, assise à côté, avait dit « Je vais aux toilettes, j'ai besoin de me remettre en ordre. » Elle était partie et revenue très vite, étonnamment vite. Patrice s'était éloigné de la pompe et était allé payer le carburant. Au passage, il était entré dans la boutique, avait acheté des sandwichs, des chips et de l'eau pour la route, de quoi grignoter. Il était revenu à la voiture. Sophie n'y était pas. Un choc glacial. Il avait vérifié l'argent mis de côté pour la route. Il avait disparu lui aussi. Il faisait déjà nuit dehors, et courir dans le parking à la recherche de Sophie, d'autant plus en doutant que ce soit son vrai prénom, était inutile. Un sentiment de vide et d'une nouvelle trahison l'avait submergé. Après avoir tout réfléchi, il avait démarré la voiture et était reparti, se disant que c'était une leçon de plus dans sa nouvelle vie engourdie par la douleur. Mais à la sortie de la station-service, il l'avait soudain aperçue. Sophie s'était avancée sur la route et avait agité la main, l'invitant à s'arrêter. Patrice avait freiné, surpris par sa réapparition. Sophie s'était installée à sa place. Son visage était coupable. « Pardon. Voilà l'argent. Je l'avais pris. Remets-le à sa place. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je dois te déposer, si tu es déjà arrivé. » Ou qu'est-ce que c'était ? Patrice avait demandé, éprouvant un étrange soulagement qu'elle n'ait pas disparu. Je ne suis pas arrivé. Et de toute façon, je n'ai nulle part où aller. Je t'ai menti, Patrice. Patrice avait redémarré. Son cœur battait plus fort que d'habitude. Recommençons depuis le début. Sophie, que t'est-il vraiment arrivé ? Raconte-moi tous les détails. Je travaillais en ville dans une usine textile. Le chef technicien a commencé à me faire des avances. C'était un coureur de jupons, un type désagréable. Bref, il m'a attiré dans un restaurant, et là nous avions une table dans un salon privé, trop isolé. Il s'est mis à m'embrasser de force et à faire des propositions très insistantes. Je n'ai pas supporté. J'ai attrapé une fourchette sur la table et je l'ai frappé au visage pour qu'il me lâche. Et alors, je lui ai crevé un œil. Patrice avait imaginé la scène. Non, je ne l'ai pas touché à l'œil, mais j'ai entendu la fourchette racler et ses dents l'ont directement attrapé. Je pense que j'ai percé sa joue et touché la mâchoire, soit la supérieure, soit l'inférieure. Il y avait beaucoup de sang. « Et pourquoi pas avec un couteau ?» avait demandé Patrice, frappé par sa franchise. « Les couteaux là-bas sont émoussés. Ils servent juste à couper la viande, et encore avec difficulté. Ils sont surtout pour le décor. Ensuite, au restaurant, ça a été la pagaille, des cris. Une serveuse m'a fait sortir discrètement par la porte de service. Quand je suis arrivé au foyer, la police était déjà là. Ils me cherchaient. Je ne sais pas qui ils cherchaient exactement, mais j'ai décidé de ne pas prendre de risques et de quitter immédiatement la ville avant qu'ils ne m'attrapent. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la station-service. La suite, tu la connais. Patrice avait réfléchi, digérant cette information. Plus il avait demandé. « Tu as tes papiers, passeport, tout ça ? Quoi, tu vas vérifier si je suis vraiment Sophie ou pas ? Je croyais qu'on s'était mis d'accord sur la confiance. » Sophie avait souri. Dans ses yeux brillait une étincelle d'audace. « Je me demande simplement quelles complications pourraient survenir par la suite. Je comprends que tu n'as nulle part où aller et que tu as peur de retourner là-bas. » Tout à fait, Patrice, nulle part. Et tu n'as pas d'argent non plus, à part ce liquide. Un peu,
De quoi tenir 2 jours. Comprenant qu'on pourrait tracer ma carte, j'ai retiré tout le liquide au distributeur près du foyer, pour avoir au moins quelque chose. Voici ma proposition, Sophie. Nous allons arriver au village chez moi. Personne ne connaît ma femme là-bas. Elle n'y est jamais venue avec moi, donc c'est un endroit sûr. Je te montrerai ta chambre et nous verrons ce que tu vas faire ensuite. Comment vivre. Je sais tout faire, Patrice. Je n'ai pas l'habitude de rester les bras croisés. Parfait. Et promets-moi que tu me diras la vérité, quoi qu'il arrive. Je promets. Je n'essaierai plus jamais de te tromper, avait répondu Sophie sérieusement. Très bien. Tiens, prends le paquet de sandwichs et les chips, mange quelque chose. Merci Patrice, tu es très gentil. Et quand arrivons-nous? Il reste encore longtemps à rouler? Encore 2 heures environ, nous sommes presque arrivés. Bientôt, on verra la lumière au bout du tunnel. Pendant le trajet, Sophie, après avoir grignoté, s'était assoupie. Sa tête reposait sur l'appui-tête. Il était déjà tard. Autour d'eux régnait une obscurité totale. Seuls les phares de la voiture perçaient les ténèbres nocturnes. Finalement, Patrice avait annoncé d'une voix fatiguée, mais avec des notes de soulagement. « Voilà mon village. Voici ma maison natale, que je n'ai pas vue depuis des années. » Dans l'obscurité, il était difficile de distinguer quoi que ce soit. « Écoute bien, Sophie. Pas un mot sur ton altercation au restaurant. Moi non plus, je n'en sais rien, et je n'en ai jamais entendu parler. Compris ? D'accord. Patrice, mais la civilisation n'est pas arrivée dans ton village. Il n'y a même pas d'éclairage public, à part celui des phares de la voiture. C'est pour ça que je n'ai pas pu vendre la maison, et je n'avais pas prévu d'y vivre. Mais c'est provisoire. Elle ne s'est pas effondrée pendant toutes ces années? Les maisons en bois se dégradent vite. Non, les voisins s'en occupent. Ils aident pour qu'elle ne tombe pas en ruine. Valentina, par exemple, m'a beaucoup aidé. Il s'était arrêté devant la maison, plongé dans l'obscurité, à peine visible sur le fond du ciel nocturne. Patrice était sorti de la voiture. Je vais chez les voisins, voir Valentina. Je vais lui dire que c'est moi qui suis arrivé. Sinon, il pourrait tirer au fusil de chasse, pensant que c'est un voleur ou des visiteurs indésirables. C'est un village, après tout. Il avait disparu dans l'obscurité et était revenu une quinzaine de minutes plus tard. Dans sa voix résonnaient des notes de surprise et une certaine joie. Valentina nous a fait une proposition inattendue. Laquelle? Sophie s'était frotté les yeux. Dans ma maison, il fait froid, on n'a pas chauffé depuis longtemps. Et il n'y a pas encore d'électricité. Elle nous propose de passer la nuit chez elle. Elle dit qu'il y a assez de place. C'est très opportun. Je ne suis pas contre, évidemment, comme tu veux. Mais il faudra dormir ensemble, c'est ce qu'elle a compris. Je lui ai dit que tu étais ma femme, pour qu'elle soit rassurée, parce que c'est une femme de la vieille école. Et tu ne vas pas me faire des avances, hein, avait précisé Sophie à nouveau, ressentant une gêne et de la timidité. Des avances? Sophie, je te l'ai déjà dit, j'ai passé 15 heures au volant. Mes yeux se ferment de fatigue. Et toi, tu as au moins dormi un peu. Et de toute façon, ce n'est pas la question. L'essentiel, c'est qu'on reste ensemble. Il s'était couché en se tournant vers le mur, comme pour montrer son innocence et sa fatigue. Sophie, après avoir hésité un moment, comme pour rassembler ses pensées, s'était installée à côté de lui, sentant la chaleur de son corps. « Patrice ?» Quoi encore? Sa voix était déjà endormie. Merci pour tout, pour ne pas m'avoir abandonné. C'était comme une touche de chaleur et d'espoir dans un monde qui jusqu'alors lui avait semblé si froid. Le matin avait commencé avec l'odeur du pain frais, venant de quelque part dans les profondeurs de la maison de Valentina. Sophie s'était réveillée la première, s'était levée prudemment pour ne pas réveiller Patrice et était sortie dans le couloir. Valentina s'affairait déjà dans la cuisine. Ses gestes étaient rapides et précis. La maîtresse de maison avait souri en voyant Sophie. « Bonjour ma chère, tu veux du thé ?»« Bonjour, merci. Et ton homme, il va dormir longtemps ou il est toujours aussi dormeur ?» avait demandé Sophie, se sentant déjà presque chez elle. « Ce n'est pas mon homme. » Valentina avait soupiré. « C'est-à-dire ?» Sophie avait commencé, mais Valentina l'avait interrompue. Son regard était plein de compréhension. « Je comprends. Bon, laisse-le dormir. Le voyage a été difficile. » 1 heure plus tard, Patrice était finalement levé. Il avait l'air froissé, mais reposé, et un léger sourire jouait sur son visage. En s'asseyant à la table couverte de nourriture maison, il avait dit « Valentina,
merci pour l'hébergement et le repas. Nous vous sommes redevables. De rien, Patrice, de rien. Et maintenant, que comptez-vous faire? Je vais d'abord ranger mes affaires, puis on verra. Je n'ai pas encore de plan précis. Et ta Sophie, que va-t-elle faire? Elle ne va pas rester sans rien faire. Je ne sais pas encore, Valentina, mais nous trouverons une solution, ne t'inquiète pas. La maison de Patrice s'était révélée solide, bien qu'ayant stagné pendant des années sans occupant. Des murs de bois conservaient l'odeur du vieux bois et de la poussière d'été. Le poêle était froid. Le petit potager derrière la cour était envahi par les mauvaises herbes. À l'intérieur, ça sentait l'humidité, mais après une aération minutieuse, l'atmosphère s'était améliorée et la maison avait commencé à reprendre vie. Valentina, en venant les voir, avait dit « Puisque la terre était à l'abandon et que les autorités se plaignent des terrains envahis par les mauvaises herbes, j'ai pensé que tu ne serais pas contre le fait que je plante un potager. Au moins, ça servira à quelque chose. » Sophie aidait activement Patrice à décharger les affaires, trier les cartons, essuyer la poussière. En essuyant la poussière d'une étagère, elle avait demandé « Tu comptes vraiment vivre ici? La ville t'a lassé à ce point? » Pour l'instant, oui, on verra bien. Sophie, c'est un nouveau départ. Et le travail? Tu n'as pas l'habitude de rester sans rien faire, d'après ce que j'ai compris. Je n'ai pas peur du travail. Et j'ai des économies. Ça suffira pour commencer. Et après, on verra. Sophie avait réfléchi en regardant le sol fraîchement lavé. Et moi, je ne peux pas rester à ta charge comme ça, Patrice. Je dois faire quelque chose. Tu ne restes pas à rien faire. Tu aides, mais c'est temporaire, le temps que tu t'installes. Tu sais, le mari de Valentina, il s'avère, est parti travailler ailleurs et n'est pas revenu. Il a trouvé quelqu'un là-bas, paraît-il. Elle gère seule une grande exploitation et travaille encore à la coopérative locale. Je pense qu'une aide ne lui ferait pas de mal. Elle a du travail par-dessus la tête. Tu me proposes de travailler chez elle, au village? Et alors? Tu as dit que tu savais tout faire et que tu n'avais pas peur du travail. Valentina est très gentille. D'accord, je vais essayer. Ça ne peut pas être pire. Le soir, une vieille voiture était arrivée devant la maison de Patrice, soulevant la poussière sur le chemin de terre. Comme il s'est avéré plus tard, c'était Éric, le directeur de la coopérative locale. Patrice l'avait reconnu. C'était un ancien camarade d'école qu'il n'avait pas vu depuis des années. Après les salutations, Éric avait dit « Patrice, comme me l'a dit Valentina, tu es ingénieur en bâtiment de métier, c'est ça? » Oui, c'est exact. Je me souviens encore de la résistance des matériaux et de la mécanique des structures. Écoute, tu peux m'aider, j'ai un problème. De quoi s'agit-il exactement, Éric? Sur décision d'en haut, je construis 2 fermes laitières. On a alloué un budget conséquent du budget régional, mais je sens qu'on me trompe, qu'il y a quelque chose de louche. J'ai peur de signer les procès-verbaux de travaux. Ensuite, toutes les maisons autour des fermes en construction sont recouvertes de briques, et je vois que la brique n'est pas la bonne. Quel rapport avec les fermes? Pourquoi les maisons d'habitation? Le rapport, c'est qu'exactement la même brique a été livrée à la ferme, soi-disant pour la construction d'un bâtiment administratif sur son territoire. Mais il n'y en a pas là-bas. Je comprends, Éric. Ça ressemble à une escroquerie. Engage-moi comme ingénieur au service de construction. On va tirer ça au clair. Mais je n'ai même pas un tel service. Tu sais bien qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui, Éric. Faisons-le demain. On créera le service. Tu rédigeras un arrêté? Tu veux entrer dans la maison? J'ai du cognac. On fêtera nos retrouvailles. Je conduis, Patrice. Je ne peux pas. Ma maison n'est pas loin, alors laisse ta voiture là-bas et viens. On fêtera ça, et on parlera plus en détail des fermes. Éric était arrivé une demi-heure plus tard, apportant avec lui une bouteille d'eau de vie maison. N'aie pas peur, tu as perdu l'habitude en ville. Patrice, la mienne est pure comme une larme, et faite avec des herbes. Oui, Éric, ça fait longtemps que je n'en ai pas bu, 10 ans. Sophie avait déjà dressé la table à ce moment-là, s'efforçant de satisfaire les invités. À la demande de Patrice, elle avait couru chez Valentina, avec qui elle s'était déjà liée d'amitié et l'avait invitée. Valentina avait apporté du vin maison pour les femmes et quelques autres spécialités campagnardes. À table, Patrice et Éric discutaient de questions de construction, plongés dans les affaires. Éric partageait ses inquiétudes. « Nous n'avons pas de spécialiste en construction. Patrice, le département nous a assigné un spécialiste, mais il n'apparaît pas sur le chantier. Il envoie juste des rapports.
L'entrepreneur fait pression, exige que je signe les procès-verbaux de travaux réalisés, ce qui signifie verser l'argent. Mais c'est de l'argent public, il faudra en répondre ensuite. Une semaine s'était écoulée. Sophie s'était révélée être une jeune femme travailleuse et appliquée. Elle aidait Valentina dans les tâches ménagères, avait appris à traire la vache, ce qui n'était pas simple du tout, et avait même essayé de faire du pain, avec succès. Elle s'était rapidement adaptée à la vie rurale, trouvant sa place. Patrice, pendant ce temps, avait commencé à travailler, se plongeant dans les plans et les devis. Le soir, pendant le dîner, il étudiait les documents qu'il rapportait à la maison. Son regard était concentré. Il vérifiait minutieusement chaque chiffre. Le jour arriva où il entra dans le bureau d'Éric, déposa une pile de papier sur la table et dit « Il faut convoquer les représentants du département de la construction, Éric. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y a eu détournement de matériaux de construction, des fausses déclarations et, par conséquent, l'impossibilité d'achever les travaux dans les délais. C'est un vrai chaos ici, et ça sent les poursuites judiciaires. Ils avaient organisé une grande réunion, à laquelle étaient venus des fonctionnaires de la région. Pour des raisons inexpliquées, le chef de chantier responsable du projet n'y assistait pas. En revanche, le directeur de l'entreprise sous-traitante et l'ingénieur en chef étaient venus. Leur visage était tendu. La première question qu'une ingénieure en chef du sous-traitant avait posée concernait le détournement de matériaux, tentant de détourner les soupçons de lui-même. Patrice avait expliqué calmement. Sa voix était ferme et assurée. « Dites-moi, en tant que spécialiste, quelle doit être l'épaisseur standard des joints dans la maçonnerie de briques ?» L'ingénieur avait hésité. « Je ne me souviens pas exactement. Dans la maçonnerie standard, l'épaisseur du joint horizontal est de 12 mm, celui vertical de 10. Donc, le mortier était bon, puisque le joint est épais. C'est exact ?» L'ingénieur avait hoché la tête, tentant de comprendre où Patrice voulait en venir. « Je vais vous décevoir, messieurs. Des échantillons du mortier ont déjà été envoyés pour expertise. Et je dois vous informer qu'il n'y a pratiquement pas de ciment dedans, juste du sable. Or, les poêles se montent normalement avec de l'argile, n'est-ce pas ? C'est exact, c'est une vieille technique, ou avec des mélanges spéciaux résistants à la chaleur. Le ciment et les mortiers sableux ne conviennent pas pour le montage des poêles, surtout dans les zones en contact avec le feu ou les éléments chauffés. Le ciment ne supporte tout simplement pas les hautes températures et s'effrite. C'est soit de la négligence, soit intentionnel. Que proposez-vous ? Le fonctionnaire du département avait regardé Patrice avec respect. Je propose de consigner au procès-verbal la décision de démanteler immédiatement tous les murs de briques et de recommencer une nouvelle construction à cet endroit. Tout aux frais du sous-traitant, qui a laissé passer une telle malfaçon. Le directeur de l'entreprise sous-traitante avait pâli. Comment allons-nous amortir ces pertes ? Ce sont d'énormes pertes. Parlez-en avec votre chef de chantier. C'est sa responsabilité, ou avec ceux qui lui ont donné les instructions. Il devait tout contrôler. Nous ne savons pas où il est, monsieur. Il a disparu. Et moi, je ne sais pas où est passé le métal du chantier. Il figure pourtant dans les comptes de votre chef de chantier. Alors cherchez-le, cherchez le métal. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Il faut faire quelque chose, avait lâché le directeur du sous-traitant, comprenant qu'il était dans le pétrin. En effet, une plainte a déjà été déposée auprès de la police. Donc ils ont commencé l'enquête, et l'affaire ira vite au tribunal. 2 jours plus tard, un nouveau chef de chantier était apparu sur le site, accompagné d'une nouvelle équipe de construction. Après avoir inspecté les lieux, les ouvriers avaient soupiré en voyant l'ampleur du travail à venir, avaient démonté tout ce qui avait été construit avant eux, et s'étaient mis à la nouvelle construction, désormais sous contrôle strict. Patrice se rendait quotidiennement sur le chantier, contrôlant personnellement la qualité des travaux, ne tolérant aucun écart. L'ancien chef de chantier avait disparu, et personne ne savait où il était, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Les soirs et les week-ends, Patrice remettait la maison en ordre, réparait la clôture. S'était même rendu au centre régional pour faire des courses, afin de se procurer tout le nécessaire. Un jour, Sophie avait demandé en le regardant avec une certaine appréhension. « Patrice, tu n'as pas eu peur ? Tout s'est passé si brusquement. » « Peur de quoi exactement ?» Il avait levé les yeux vers elle. De tout laisser tomber comme ça et de partir vers l'inconnu. C'est un geste très courageux. Rester là-bas était plus effrayant, Sophie. Là-bas, je me sentais piégé. Et ici, je suis libre. Toi-même, tu as osé. Tu as fui la ville sans savoir où tu allais. Je comprends. En ce qui me concerne, je ne voulais pas aller en prison. Et maintenant non plus. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer ensuite.
mais j'espère le meilleur. À tes côtés, je me sens en sécurité. » C'était un nouveau départ pour eux deux. 2 semaines plus tard, une lettre était arrivée, marquant l'étape finale de sa vie passée. Le facteur l'avait apportée, une épaisse enveloppe avec un sceau officiel. Patrice l'avait ouverte et avait parcouru le texte des yeux, ressentant un léger soulagement. Sophie, remarquant le changement d'expression sur son visage, avait demandé « Qu'est-ce qu'il y a, Patrice? Des nouvelles importantes ?» « Mon avocat m'a envoyé le jugement de divorce. Maintenant, je suis libre. Officiellement. » « Tu le vis comment ?» avait demandé Sophie avec sollicitude. Ses yeux étaient pleins de compassion. « Vraiment ? » ?»« Oui, ça va. Je ressens une légèreté inhabituelle, comme si un poids était tombé de mes épaules. » Il s'était levé. « Viens. Tu vas m'aider à couper du bois ? Il faut se préparer pour l'hiver. » « Écoute, Patrice, pourquoi tout le monde a le gaz et toi tu chauffes encore au bois ? On est quand même au XXIe siècle. » « Parce que tout le monde vivait ici, mais pas moi. Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas le temps de m'occuper du gaz. Mais j'ai déjà négocié avec les gaziers. Ils vont me raccorder. Ils ont fait tous les travaux nécessaires. Il ne reste plus qu'à acheter une chaudière à gaz et l'installer. Et quand vas-tu l'acheter ? Ce n'est pas donné. Ce week-end, on ira au chez-lieu de région et on l'achètera. Pas question de remettre ça à plus tard. Tu m'emmènes aussi ? Tu n'auras pas peur d'aller en ville avec moi ? Obligatoirement. Pourquoi tu as besoin de moi là-bas ? Je n'y connais rien en équipement de chauffage au gaz. Je vais m'ennuyer. Et moi, je n'y connais rien en vêtements féminins. Mais ça te sera utile. Patrice avait souri en regardant sa tenue modeste. De quoi tu parles ? Sophie avait rougi. Tu comptes vraiment continuer à porter ce que tu avais sur toi quand tu as fui ? Et utiliser pour le travail salissant les vêtements de travail que tu as trouvés chez moi ? Bientôt ce sera l'automne, puis l'hiver, le printemps, et ainsi de suite. Il faut s'habiller selon la saison. Je ne sais pas, je n'ai pas d'argent pour ça. Moi, je sais, il faut te vêtir, ou plutôt t'habiller selon la saison, pour que tu n'aies pas froid. C'est mon affaire. Sophie le regardait, les larmes aux yeux. Alors tu ne vas pas me mettre dehors ? Tu vas me garder ? Patrice s'était approché d'elle et l'avait tendrement enlacée. Je ne te mettrai pas dehors. Nous sommes ensemble maintenant, Sophie. Le week-end, Patrice et Sophie s'étaient préparés à aller en ville. Ils étaient partis tôt le matin pour avoir le temps de tout faire. La veille, Sophie avait demandé à Valentina si elle avait besoin de quelque chose de la ville. La commande s'était révélée modeste, quelques pelotes de laine. En ville, ils s'étaient rendus au marché, mais n'avaient presque rien acheté. Tout ce qui y était proposé poussait déjà dans le potager que Valentina avait planté, et on pouvait tout y prendre gratuitement. Vers 10 heures, ils étaient allés chercher l'équipement de chauffage au gaz. Après l'avoir évalué, Patrice avait négocié pour que les représentants du fournisseur installent tout eux-mêmes le lundi et raccordent la combite de gaz qui avait déjà été posée jusqu'à leur maison. Il ne restait plus qu'à attendre les installateurs. Ensuite, ils s'étaient rendus au centre commercial, grand et bruyant, auquel Sophie s'était déshabituée depuis longtemps. Là, Patrice avait emmené Sophie au rayon de lingerie féminine et avait dit « Achète tout ce dont tu as besoin, Sophie. Ne te gêne pas. Je ne vais pas te déranger. Je vais m'asseoir près de la caisse. Tu sais mieux que moi ce qu'il te faut. »« Oui, j'ai besoin de peu de choses, » avait murmuré timidement Sophie, embarrassée par sa générosité. « Tu as besoin de tout, sous-vêtements, débardeurs, chaussettes et toutes sortes de petites choses. De là, nous irons au rayon suivant. »« Et il y a quoi là-bas ?» Sophie se sentait mal à l'aise. « Là-bas, tu devras choisir un tailleur-pantalon, des jupes, des chemisiers et un survêtement. Et ensuite, nous passerons au rayon des vêtements d'extérieur. On achètera un manteau ou une veste, ou mieux encore les deux, pour avoir du rechange. »« Mais c'est cher, Patrice, je ne peux pas accepter ça. » Sophie avait rougi en regardant les étiquettes de prix. « C'est cher, mais ce sont des dépenses nécessaires. Et ce n'est pas tout. Nous allons t'acheter des bottes aussi. Et pas n'importe quelle botte en feutre de grand-mère, mais de belles bottes normales, pour que tu te sentes en confiance. Bien qu'on puisse aussi prendre des bottes en feutre pour la cour ou l'appartement. Et il te faut des pantoufles chaudes pour marcher à la maison, pour ne pas attraper froid. » Ils avaient fait le tour des rayons pendant longtemps. Sophie examinait minutieusement chaque article, faisant attention au prix, comme si elle cherchait un piège. Elle essayait de choisir quelque chose de moins cher, expliquant qu'au village, elle n'avait de toute façon nulle part où aller et que les marques n'avaient pas d'importance.
Mais Patrice insistait sur la qualité et le confort. Sophie se sentait renouvelée, comme si avec chaque nouveau vêtement, elle retrouvait aussi une nouvelle version d'elle-même. Pendant ce temps, Camille se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant la ville agitée. Sur la table étaient posés les documents judiciaires. Le divorce avait été prononcé rapidement, sans bruit ni scandale inutile. Patrice n'était même pas venu. Son avocat avait tout réglé, comme s'il n'avait jamais existé dans sa vie. Elle voulait parler à Patrice, tout lui expliquer, qu'il ne s'était presque rien passé avec Thierry, que c'était juste une passade éphémère, presque innocente, et qu'il était trop étroitement surveillé par sa femme, tenue en laisse courte. Camille était restée au travail, bien que celui-ci ne lui apporte plus vraiment de joie. L'atmosphère dans l'équipe restait tendue. Les hommes laissaient entendre qu'ils étaient disponibles pour des rencontres sans engagement, mais elle refusait toujours, espérant toujours rencontrer Patrice, le voir, lui parler, tenter de le reconquérir. Un jour, quelqu'un lui avait dit avoir vu sa voiture en ville et lui avait même indiqué où exactement. Camille s'y était précipitée, mais il s'était avéré plus tard que c'était un ami de son ex-mari et qu'ils avaient simplement échangé leur voiture temporairement. Patrice lui avait prêté son automobile. Celui-ci avait expliqué que Patrice devait bientôt revenir pour récupérer sa voiture et lui rendre la sienne. Mais Patrice n'était pas revenu. Thierry avait disparu. Les rumeurs disaient qu'il avait vraiment été emprisonné, soit pour de vieilles fautes, soit sur dénonciation de son beau-père qui avait été déçu par son gendre. Quoi qu'il en soit, il avait disparu. Et où était-il maintenant? Camille ne le savait pas, et ne voulait pas le savoir. Comprenant qu'en quête d'une vie meilleure, il l'aurait à nouveau abandonné, comme jadis à l'université, et son cœur était brisé. Ce qui la consolait, c'est que le tribunal avait laissé son fils avec elle et avait obligé Patrice à payer une pension alimentaire. Au moins, un lien subsistait. C'est ainsi que Camille avait appris où son désormais ex-mari était allé vivre. Vers la fin de l'été, Julien était revenu de chez sa grand-mère. Il restait silencieux. Ses yeux, habituellement vifs, évitaient son regard, et cela brisait le cœur de Camille. Il était clair qu'il savait que ses parents s'étaient séparés, mais il ne soulevait pas cette question douloureuse, attendant que sa mère en parle d'elle-même. Un jour, Camille avait prévenu son fils qu'elle s'attarderait un peu chez une amie après le travail, pour qu'il ne s'inquiète pas. En rentrant tard le soir, elle avait pensé que Julien dormait déjà et n'avait pas voulu le déranger. Mais le matin, il s'était avéré qu'il n'était pas à la maison. Sur la table dans sa chambre se trouvait une lettre écrite d'une écriture enfantine, irrégulière. Mais les lettres avaient été tracées avec une détermination consciente particulière. « Maman, je suis parti chez papa. Je vais vivre avec lui, je serai mieux là-bas. » À la fin figurait une signature claire. Julien. D'où connaissait-il l'adresse de son père? Camille l'ignorait. Son cerveau refusait de comprendre. Elle ne comprenait pas non plus comment un garçon de 9 ans, encore un enfant, comptait se rendre dans la région voisine et jusqu'au village où Patrice s'était installé. Mais Julien n'avait pas simplement écrit une lettre et était parti. Il s'était longuement préparé à ce pas, comme un petit héros. Il avait surpris la conversation de sa mère avec sa grand-mère au sujet de la nouvelle adresse de son père, avait lui-même trouvé sur Internet les horaires des bus depuis de chez lieux de régions voisins. Prenant ses économies, un peu d'argent mis de côté pour son anniversaire, il avait attendu que sa mère parte au travail et, plein de détermination, s'était rendu à la gare routière. Il avait réussi à atteindre le chef-lieu de région voisin, à y trouver la gare routière et même à acheter sans problème un billet de bus, en disant qu'il allait chez son père. Mais ensuite, les difficultés étaient apparues. Dans le village où vivait Patrice, les bus passaient rarement et le dernier était déjà parti. Le chauffeur, voyant un enfant seul, avait commencé à poser des questions. « Tu vas où, petit? Où sont tes parents? Tu es seul? »« Je vais chez mon papa. Il habite là-bas, » avait répondu Julien avec assurance, tentant de cacher son inquiétude. « Ton père est au courant? Tu l'as appelé ?» Le chauffeur doutait. Son cœur se serrait de pitié. Julien avait hoché la tête pour ne pas être débarqué. « Bien sûr qu'il sait, il m'attend. » Le chauffeur, bien qu'il ait eu des doutes, n'avait pas voulu abandonner un enfant au milieu de la route dans l'obscurité et avait décidé de prendre le risque. Ils étaient arrivés au village à la nuit tombée. Julien était descendu à l'arrêt et avait regardé autour de lui, mais il n'y avait que l'obscurité totale et les silhouettes inconnues des maisons. Il ne savait pas où chercher son père.
Sa détermination d'enfant commençait à céder la place à la peur. Pendant ce temps, Patrice et Sophie étaient assis sur le perron de la maison, buvant du thé et profitant du silence. Dans la maison, il faisait déjà chaud et confortable. La chaudière à gaz fonctionnait parfaitement, diffusant une chaleur agréable. Sophie s'était mise en alerte. « Tu entends, Patrice ? Quelqu'un arrive. On dirait que ce n'est pas Valentina. » De l'obscurité avait émergé la silhouette familière de Valentina, accompagnée d'une petite silhouette abattue. Valentina avait demandé « Patrice, vous attendez des visiteurs ? Parce que voilà qui est arrivé. »« Non, nous n'attendons personne, Valentina. » Une voix tremblante mais si familière s'était fait entendre. « Papa, c'est moi, je suis venu. » Patrice s'était levé d'un bond. « Julien, mon fils, comment es-tu arrivé ici ? Que s'est-il passé ? » « J'ai fui maman. Et papa, je veux vivre avec toi. » Julien avait été emmené dans la maison. Patrice avait serré son fils dans ses bras, ressentant une émotion et une joie incroyables. Ils avaient invité Valentina, mais elle avait refusé, prétextant qu'elle avait encore des choses à faire, les laissant seuls. Sophie avait rapidement dressé la table, enveloppé Julien dans un plaid. Son regard était plein de compassion et de sollicitude. Pendant ce temps, Patrice appelait Camille. Elle avait répondu immédiatement. Sa voix était pleine de panique et d'inquiétude. Il avait annoncé « Camille, Julien est avec moi. Il est vivant et en bonne santé. Ne t'inquiète pas, il est en sécurité. » Dans le combiné avait résonné un profond soupir de soulagement, puis un murmure. « Dieu merci. Je viendrai le chercher dès demain. » « Ce n'est pas nécessaire, Camille. Laisse-le rester ici. C'est lui qui a décidé de venir. Tu dois comprendre ça. Mais l'école va bientôt reprendre, et ses études. » Sa voix sonnait désemparée. « Camille, c'est lui qui a décidé de venir. Ça ne te dit rien ? Il y a une école ici aussi, au village. Il n'est qu'en classe de CE2. Je pense que nous gérerons ses études. Il ne prendra pas de retard. Laisse-le rester ici. Il se sent bien ici. » Patrice parlait fermement. Sa voix ne laissait aucun doute. Julien était resté. Sophie avait rapidement trouvé un langage commun avec lui. Entre eux s'était créé un lien particulier. Il s'était avéré que le garçon adorait les animaux, et Valentina lui avait permis d'aider avec les vaches, ce qui était devenu pour lui une vraie vocation. Bientôt, il trayait déjà la vache avec assurance, ce dont il était très fier. Ses yeux brillaient de bonheur. Patrice, pendant ce temps, réfléchissait à l'avenir. La construction des fermes battait son plein. Il dirigeait les travaux, mais comprenait que c'était un emploi temporaire. Le projet finirait un jour. Un soir, il avait proposé à Sophie « Et si on ouvrait notre propre entreprise ici ? De construction, par exemple. Une entreprise de construction au village. » Sophie avait été surprise, mais dans ses yeux avait brillé de l'intérêt. « Oui, de construction. Éric n'est pas contre. Il est même prêt à aider avec les premières commandes. Il a des contacts. Et moi, que vais-je faire ? Je ne suis pas dans le bâtiment. Si tu veux, tu peux tenir la comptabilité ou ouvrir un atelier de couture. Tu as travaillé dans une usine textile. Tu as de l'expérience. » Un atelier de couture ? Pour commencer, seulement pour les retouches de vêtements. Peut-être aussi pour la confection sur mesure. Des robes simples, des vestes. Mais il faut de l'équipement. Je n'ai rien. C'était le début de leur avenir commun, les fondations solides d'une nouvelle vie. Un mois plus tard, Camille n'avait pas tenu et était venue au village. Son cœur était plein d'espoir de réconciliation. Elle était assise avec Patrice et Sophie dans la cour quand elle avait vu son fils qui rentrait d'activité avec des camarades, heureux et bronzé. Elle s'était mise à pleurer, submergée par ses émotions. Julien s'était approché d'elle, l'avait enlacée et avait dit « Maman, c'est génial ici. Papa dit que si tu veux, tu peux rester aussi. On sera tous ensemble. » Camille avait regardé Patrice, qui se tenait à l'écart. Son visage était impénétrable, sans trace des sentiments d'autrefois. Elle avait répondu, sa voix tremblant. « Mon chéri, je ne sais pas. » Sophie, voyant son désarroi, avait proposé. « Tu peux loger chez Valentina, elle sera ravie. Tu verras comment tu t'adaptes ici. » Camille était restée une semaine. Elle voyait comment son fils s'épanouissait au village, comment Patrice et Sophie communiquaient facilement, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Leurs mouvements étaient synchrones, leurs regards complices.
Un soir, elle s'était approchée de son ex-mari. Sa voix était pleine de supplications. « Patrice, je veux que tu me pardonnes, que nous puissions reconstruire notre famille pour notre fils. » « Non, Camille, » avait répondu Patrice. Sa voix était douce mais ferme. « Toi et moi, c'est du passé. J'ai guéri, j'ai tourné la page, et je ne pourrai plus jamais te faire confiance. C'est trop profond. Mais nous avons un fils, il souffre. Il peut rester avec moi s'il le souhaite. Il est bien ici. Il a trouvé sa place. Mais je ne reviendrai pas, Camille. C'est irrévocable. » Camille était repartie seule, comprenant qu'elle l'avait perdu pour toujours. Finalement, 5 ans s'étaient écoulés. Cet automne-là, Patrice et Sophie s'étaient mariés. Leur mariage avait été modeste mais chaleureux et sincère, plein d'amour et de confiance. Leur entreprise de construction avait grandi, devenant l'une des plus prospères du district. Et l'atelier de couture de Sophie s'était transformé en un petit atelier remplissant des commandes non seulement du chef-lieu, mais aussi des régions voisines. Julien vivait avec eux, devenu un adolescent heureux et sûr de lui. Il appelait Sophie maman. Camille était restée seule, communiquant rarement avec son fils, leur relation étant devenue tendue. Thierry, selon les rumeurs, avait effectivement été condamné pour ses malversations, et son nom n'était plus mentionné dans la région. Valentina n'avait jamais revu son mari. Après qu'il ait été déclaré disparu, elle avait divorcé et peu après, à la surprise et à la joie de tous, avait épousé Éric, trouvant son bonheur. Leur histoire était devenue un nouveau chapitre dans la vie du village. En réfléchissant à haute voix, on peut dire que Camille avait compris trop tard ce qu'elle avait perdu en trahissant Patrice. Elle l'avait compris et l'avait amèrement regretté en voyant comment il avait simplement construit une nouvelle vie heureuse aux côtés d'une autre femme. Dans cette vie, il n'y avait plus de place pour elle, et ses tentatives de retrouver le passé s'étaient révélées vaines. Parfois, la vengeance la plus juste et la plus belle, ce n'est pas de se venger, de faire des scandales, mais simplement de devenir heureux sans celui qui vous a trahi, en lui montrant que vous pouvez vivre mieux et plus pleinement. Et Patrice avait prouvé cette vérité implacable.